La France s'appuie sur 3 volets pour décarboner les territoires et les industries, nucléaire, renouvelable et sobriété. J'ai le plaisir à présent d'accueillir sur scène Maude Brejon, députée des Hauts-de-Seine et rapporteure de la loi sur la relance du nucléaire, pour une prise de parole sur cet enjeu de souveraineté et de durabilité. Madame la députée, bienvenue. Bien, merci beaucoup merci beaucoup pour l'accueil. Je voudrais d'abord commencer par remercier Vincent, que je ne vois pas, mais pour l'organisation de cet événement et plus globalement pour ce que vous faites ici autour de la question de l'énergie et autour de la question du climat et toutes les réflexions qui peuvent être posées. C'est important qu'on ait, je pense, en dehors du champ politique, des acteurs citoyens qui portent ces sujets, qui arrivent à les faire vivre, qui impulsent une dynamique autour de ça. Et donc c'est extrêmement précieux pour nous. Alors effectivement, Pierre Cazeneuve a parlé d'énergie renouvelable et les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Et donc, il y a besoin d'un complément. Ce complément, c'est le nucléaire. Et c'est ce sur quoi moi, je travaille à l'Assemblée nationale. C'est ce sur quoi j'ai travaillé pendant 8 bonnes années avant, puisque j'ai eu l'immense plaisir d'être ingénieur dans le nucléaire, d'être encore ingénieur dans le nucléaire, mais donc chez EDF avant pendant 8 ans, et de pouvoir continuer à porter ces sujets-là au sein de notre hémicycle et au sein de l'Assemblée nationale et plus globalement en politique. Au fond, je pourrais vous parler de 3 choses. D'abord, parler d'historique, ensuite parler de technique, et enfin parler de politique, parce qu'il est quand même pas encore interdit de parler de politique. Sur l'historique, c'est assez frappant, quand on reprend finalement les 50 dernières années, de voir qu'on revit quelque chose qu'on a déjà vécu. Parce que quand on lance le programme nucléaire dans le début des années 70, avec le plan Messmer, on se pose en fait des questions qui sont assez similaires à celles qu'on se pose encore aujourd'hui. Notamment sur la question de la souveraineté. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on fait du nucléaire? Pourquoi est-ce qu'on lance le plan Messmer? C'est pas pour des raisons climatiques, c'est pour des raisons d'indépendance et pour des raisons de prix. Et c'est ce qui était porté par Valéry Giscard d'Estaing, disant qu'on ne voulait pas être tributaire des puissances étrangères qui fixaient le prix à leur guise, et donc d'avoir un lien d'interdépendance qui était très fort. On se rend compte, 50 ans après, moins avec le Moyen-Orient, aujourd'hui davantage avec la Russie, que les problématiques posées en matière d'indépendance sont exactement les mêmes. Et donc on a besoin d'avoir des moyens de production décarbonés, mais sur notre sol, qu'on maîtrise, de telle sorte de produire à la demande comme on le souhaite, avec des prix qu'on gère, qu'on maîtrise, en tout cas tant que faire se peut, mais qui ne nous sont pas imposés par des puissances étrangères, comme ça a pu être le cas sur le pétrole, comme c'est le cas sur le gaz russe. Et donc, ça nécessite d'arriver à revenir vers ces moyens de production sur notre sol. On l'avait un peu oublié, en fait, pendant plusieurs années. On a longtemps vécu dans un monde où finalement, quand vous branchiez votre téléphone ou votre ordinateur, c'était assez naturel d'avoir l'électricité qui sortait de la prise. Et tout le monde pensait que tout ça était naturel et évidemment normal et que ça n'allait jamais s'arrêter. On s'est rendu compte ces dernières années qu'il y a un certain nombre de produits de première nécessité, et l'électricité et l'énergie en est une, qu'on avait besoin de produire sur notre sol. Et donc, on est dans une démarche tout à fait similaire à celle du plan Messmer. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a eu un plan Messmer lors du siècle passé et que j'espère qu'il y aura un plan Macron qui arrivera à être mené à son terme sur la relance du nucléaire et sur la reconstruction, sur le renouvellement du parc historique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur un plan technique, on veut faire des énergies décarbonées pour des raisons climatiques, je ne vais pas y revenir, vous le savez. Mais les énergies renouvelables ne suffisent pas. Elles sont absolument essentielles et je rejoins tout à fait Pierre sur le fait qu'on ne doit plus opposer l'un à l'autre comme ça a été fait et comme c'est encore fait aujourd'hui par, en tout cas, une part de la classe politique. Tout simplement parce que quand vous n'avez pas de vent ou pas de soleil, vous avez besoin d'avoir un moyen de production qui prenne le relais. Et on dit d'ailleurs que le nucléaire soutient les énergies intermittentes sur le réseau. C'est une grande force du système électrique français, c'est d'avoir cette capacité, de par le nucléaire, qu'a le nucléaire, à moduler. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, quand il va y avoir du vent, du soleil, d'un coup, les énergies intermittentes vont se mettre à produire, très bonne nouvelle, le nucléaire va baisser, on va pouvoir baisser la puissance, va s'effacer au profit des énergies renouvelables, et à l'inverse, quand on est dans des périodes où il y a moins d'ensoleillement, où il y a moins de vent, eh bien on va pouvoir
monter en charge le nucléaire, de telle sorte qu'en fait, il s'ajuste à la production des énergies intermittentes. Et c'est en ça où l'un et l'autre sont fondamentalement et techniquement extrêmement complémentaires sur le réseau. C'est pas le cas partout. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont des parcs nucléaires qui fonctionnent en base, donc qui ne modulent pas. C'est un savoir-faire français que de savoir utiliser cette modulation et le faire pour accompagner justement la production des énergies intermittentes et leur développement. Donc c'est la première chose. Ensuite, sur un plan technique, et là j'en reviens d'ailleurs, c'est assez lié à la question de la souveraineté, on a une chance immense, c'est qu'on maîtrise cette technologie. Il y a beaucoup de pays qui ne se tournent pas vers le nucléaire. Et moi, je le comprends tout à fait, parce qu'ils ne maîtrisent pas la technologie. Et donc, vous dites, vous voulez être souverain, mais enfin, quand c'est les Chinois qui vous construisent vos centrales et les Français qui les exploitent, la notion de souveraineté, elle est quand même toute relative. On a en France cette extraordinaire chance, liée à 50, 60 ans de travail sur la question, d'avoir un savoir-faire mondialement reconnu et qui nous donne une expertise et une capacité de développement et encore une fois de reconstruction du parc nucléaire, de renouvellement du parc nucléaire, dont on aurait bien tort de se priver. Et ça, on l'oublie un peu. Et d'ailleurs, on le voit, on est confronté à ces enjeux-là. C'est un savoir-faire qu'il faut travailler, c'est un savoir-faire qu'il faut entretenir. Et c'est le cas pour l'industrie du nucléaire, comme c'est le cas pour l'ensemble des industries. Je veux dire, si Renault arrête de fabriquer des voitures pendant 30 ans, le jour où Renault va vouloir fabriquer une voiture, ça va être un petit peu compliqué au départ. C'est d'ailleurs ce qu'on vit avec l'épisode de Flamanville 3. Le dernier réacteur qu'on a mis en service en France, c'était Civaux. Le deuxième réacteur de Civaux, à côté de Poitiers, au début des années 2000. Pendant 20 ans, on n'a pas mis en route un seul réacteur. Et on a lancé uniquement un chantier, qui était le chantier de Flamanville. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Toute cette génération de bâtisseurs qui ont construit 58 réacteurs en l'espace de... Fessenheim est mis en service en 77, Civaux en 2002, donc voilà, en l'espace de 30 ans. Ils sont partis à la retraite. Et donc chez EDF, aujourd'hui, on a des gens qui savent très bien exploiter les centrales et qui le font en toute sûreté, comme on a l'habitude de dire. Mais par contre, la construction, ça, on se rend compte que c'est des compétences qu'on a un peu perdues. On se rend compte que des chaudronniers, ça tombe pas du ciel, que des robinettiers, ça tombe pas du ciel non plus, et qu'en fait, toutes ces industries-là, ça s'entretient. Et donc on a un énorme défi technique qui est d'arriver à réinternaliser, à regagner en compétences sur la construction d'un parc qu'on a su faire il y a 50 ans. Moi j'ai bon espoir qu'on y arrive, pour deux raisons. D'une part parce qu'il y a eu en France ce qu'on appelle le projet Grand Carénage. Le projet Grand Carénage, c'est un projet qui a visé à augmenter de 10 ans la durée de vie du parc historique. Et donc on a beaucoup retrouvé en compétences parce que c'était des chantiers très importants. Et donc on a formé des jeunes, on a recruté sur ce plan-là. Et puis ensuite, on a eu, malgré tout, quoi qu'on en pense, on a eu Flamanville. Et Flamanville, c'est un retour d'expérience énorme sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire techniquement. Les EPR2 qui ont été annoncés par le président de la République ne seront pas exactement comme le PR de Flamanville, au sens où on a rationalisé beaucoup de choses. Ajoutons à ça une volonté, je pense, qui est aujourd'hui très affichée et très ferme des pouvoirs publics, de dire le nucléaire c'est l'avenir et donc engagez-vous dans cette filière, faites des études sur ce sujet et allez travailler dans toutes les entreprises qui œuvrent autour. Donc, me semble-t-il qu'on a là en tout cas un point de départ et de vraies raisons d'être optimiste. Et je terminerai avec un plan plus politique. On a aussi une société française qui a beaucoup évolué sur le nucléaire, qui a été globalement favorable entre les années 70 et 2010. Puis 2011, il y a eu Fukushima. Et Fukushima, pour reprendre l'expression du président de la République, ça a sonné le début de l'hiver du nucléaire. Mais de façon extrêmement forte, c'est-à-dire qu'on a perdu, en l'espace de quelques semaines, l'adhésion d'une grande part de la population, en tout cas la confiance d'une grande part de la population envers ces moyens de production. Et s'en est suivi ensuite des débats politiques qu'on a pu suivre, notamment lors des élections présidentielles, où pour la première fois dans l'histoire du nucléaire français, les politiques ont remis en cause ce fleuron national. Et les politiques ont d'une part remis en cause ce fleuron national, mais en plus mis un vrai coin sur l'adhésion et l'unité nationale qu'il y avait autour du nucléaire français. Unité nationale qu'aucun président de la République, de gauche comme de droite, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, n'avait alors remis en cause. Donc il a fallu
on a mis du temps avant de remettre de la rationalité dans le débat, avant d'arriver à expliquer pourquoi on en avait besoin, pourquoi est-ce que quand bien même le risque zéro n'existe pas, on produit aujourd'hui avec un niveau de sûreté, à mon avis, inégalé dans les autres pays au monde, en France, et pourquoi c'était une énergie d'avenir. On se rend compte, et moi je le vois sur les 2 dernières années, qu'on a réussi à revenir vers une confiance envers le nucléaire. On l'a vu lors du vote sur la loi pour l'accélération du nucléaire à l'Assemblée nationale, où on l'a fait voter en première lecture de mémoire, c'était 407 voix. Ça allait des communistes jusqu'au Rassemblement national, en passant par l'ensemble de la majorité. Le Parti socialiste s'est abstenu, la droite a voté pour. Donc on a une unité nationale qu'on retrouve au sein de l'hémicycle, qu'on a besoin de faire perdurer, et c'est vraiment pour ça que moi je suis très heureuse qu'on ait aujourd'hui ce genre de moment et que voilà, il y ait des acteurs citoyens qui s'emparent de ces questions, parce qu'on entend énormément de bêtises, beaucoup moins de la bouche des citoyens, beaucoup plus de la bouche des politiques, et donc on a besoin d'être accompagné en tant qu'élu, voilà, encore une fois, à prêcher la bonne parole, à expliquer, ensuite chacun se fait son avis, mais qu'on puisse voilà, remettre un petit peu de science dans le débat, ça ne fait pas de mal. Je vous remercie.